Je suis Louise Mayotte. Au cours des prochaines 20 minutes, nous allons parler de la violence faite aux personnes âgées. Bon nombre d'événements se sont ajoutés à nos vies suite à l'évolution constante de la société. Parmi ces événements, il y a entre autres l'avènement de la violence. Au cours des dernières années, nous avons levé le voile sur certains secteurs victimes de violences, dont les femmes et les enfants battus. Cependant, un point a été négligé: la violence faite aux personnes âgées. Plusieurs sûrement étaient conscients du problème. Cependant, en question d'honneur, on a préféré plutôt en faire un sujet tabou. Pour mieux nous parler de ce qu'est la violence faite aux personnes âgées, j'aimerais maintenant m'entretenir avec Mme Cécile Thériault, organisatrice communautaire au CLSC Centre Mauricie à Shawinigan. Bonjour, Mme Thériault. Bonjour, Louise. Eh bien, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous définissiez ce qu'est pour vous la violence. J'ai emprunté la définition de Micheline Carrier qui dit que la violence est un moyen parmi d'autres pour maintenir des personnes dans des rôles et des fonctions dont d'autres tirent profit. Quel est le profil des victimes de la violence faite aux personnes âgées? C'est principalement une femme de plus de 70 ans qui est vulnérable dans le sens qu'elle a souvent un handicap physique ou un problème de santé quelconque. Elle vit habituellement chez un membre de sa famille. Si vous le voulez bien, Mme Thériault, nous allons regarder une simulation et on poursuivra notre entretien par après. Retransmis sur tout le territoire depuis 15 ans. Tiens, là ton café. C'est Michel. Un tout petit peu. Non, pas vraiment. Il est frais, mon café, Michel. Ben oui, mais j'ai pas le temps de le faire, ton café. Moi, je travaille aujourd'hui. Le national peut débattre de l'avortement aussi. Quand est-ce que tu vas arriver, mon petit gars? Tu me prendras, ma Harry. Me donneras-tu ma revue? Eh, Seigneur, elle est juste à côté de toi. T'es pas capable de prendre, de la garder toute la journée. Ouais, garçon, là, je te retrouve. Après ce que nous venons de voir, il y a une question qui me chicote. Comment on peut arriver à violenter une personne âgée ou même un proche de sa famille? Habituellement, la violence est un mécanisme qui s'installe dans les rapports entre les deux personnes. Ça vient progressivement. Peu à peu, l'agresseur, si on veut, là, la personne qui abuse, vit de la tension et la personne victime, elle sent cette tension-là, puis elle devient de plus en plus nerveuse. Elle va habituellement se renfermer sur elle-même. L'agresseur est une personne qui va se défouler, qui se sert de la violence, soit pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire pour contrôler aussi la personne, ou soit pour défouler ses émotions que lui, il a accumulées. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut vouloir faire du mal à une personne âgée. Ah, mais vous savez, on peut violenter ou abuser de quelqu'un sans avoir une intention très consciente de le faire. On n'a pas toujours une intention de blesser quand on blesse ou quand on fait mal. Si vous le voulez bien, nous allons regarder une deuxième simulation. Oui, ça va. Ça ne me surprend pas. Eh, Il est Seigneur, ma attendu vieille que Aguissette, l'avortement t'entends pas la TV que je vois, là? c'est Tu me déranges, là? Tu vois bien que je vais faire avec toi, hein? La Cour suprême Tu est vois ça, tellement là? crédibilisée Va te casser, tu vois, là? là-dessus. J'ai du mal à comprendre. Seigneur! C'est surprise. Oula, toi, dis, donne-toi gonfler, moi. J'aimerais maintenant que vous nous parliez des différentes formes d'abus. Oui, il y a principalement 5 formes d'abus, mais dépendant là, des auteurs, comment on les classifie. D'accord. Il y a d'abord l'abus psychologique. Ça, c'est l'abus du type d'intimidation, de menace, de chantage, dénigrement. Il y a l'abus physique, qui est coups, blessures, échymoses, bousculades. Souvent, on a tendance, en tout cas du moins, on a tendance à associer violence faite aux personnes âgées égale violence physique. C'est pas le cas. Bien, il reste que c'est 25 quand même. C'est la 25 violence, et c'est important. Mais c'est pas la plus grande forme de violence. Non, c'est D'accord. habituellement la violence psychologique. OK. Ensuite,
il y a l'abus qu'on appelle matériel et financier, qui est, elle, très fréquente aussi. C'est justement soit de fraude ou vol ou abus de confiance ou utiliser les biens de la personne âgée là, sans son avis, sans son consentement. Il y a l'abus social aussi. Ça, ce sont les discriminations faites selon l'âge. Et puis, je nomme la dernière qui est la négligence, mais elle n'est pas la dernière forme d'abus. La négligence, c'est... Il y a une négligence passive, c'est-à-dire soit la méconnaissance de c'est quoi le vieillissement, donc on ne sait pas, donc on ne donne pas les services qu'il faut, par exemple, ou bien la négligence active, c'est d'isoler une personne, la laisser dans sa chambre, ne pas lui apporter ses repas, etc. Mais comment ça se fait, quand même, les personnes âgées, c'est tout de même des adultes, comment ça se fait qu'ils se laissent faire comme ça? On a parlé au début de vulnérabilité. Alors, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier. Quand je dépends de quelqu'un, soit pour me nourrir, soit pour me soigner ou pour me loger, je vais faire attention. Je vais avoir peur. Peur de perdre ce lien-là, peur d'être internée aussi, peur de ne plus avoir de lien avec ma famille, la honte puis la culpabilité aussi. Eh bien, merci beaucoup, Madame Thériault. Je vous en prie. À ce stade-ci, il est évident que la violence faite aux personnes âgées n'est pas nécessairement physique, loin de là. Nous connaissons dans un premier temps le profil des victimes. Nous savons aussi comment ça se passe et surtout comment on en arrive là. Eh bien, il serait temps maintenant d'écouter le vécu d'une victime. Elle s'appelle Madame Fernande Patry et elle est âgée de 84 ans. Bonjour, Madame Patry. Bonjour, Madame. J'aimerais dans un premier temps que vous nous exposiez ce que vous avez vécu au cours de la dernière année. Bien, ça faisait à peine un an que j'étais déménagée à la résidence. Puis j'avais un petit logement, une chambre, un salon. Puis là, la directrice est arrivée un soir, puis elle me dit, on sépare ces deux pièces-là, on vous donne la grande chambre, puis il y aura une autre personne dans l'autre chambre. J'ai dit non, je vous tiens à faire ma cuisine, à rester chez moi. Oh, on vous mettra un poêle, vous fera manger ici. Mais ça, je ne l'ai pas pris. J'ai pas digéré ça du tout. Vous vous avez senti agressée dans votre liberté? J'ai senti que tout s'écroulait autour de moi. J'en suis venue jusqu'à vouloir m'enlever la vie. Vous avez voulu vous Oh, suicider? oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. De quelle façon vous avez... Oh, en réalité, on me dit que j'ai pris un médicament que je me sers habituellement pour respirer dans mon appareil respiratoire. Puis là, j'ai perdu complètement conscience. Quand je me suis éveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Et on avait donné ordre à l'hôpital de m'envoyer à Saint-Jean-de-Dieu. Parce qu'on vous croyait folle? On a pris ça pour de la folie. Mais à Saint-Jean-de-Dieu, ils n'ont pas dit la même chose. Ils ont dit, cette personne-là n'est pas folle, on l'a fait souffrir et beaucoup souffrir. On ne la garde pas ici, c'est pas sa place. On m'a retourné en demandant qu'on ait soin de moi. On m'a retourné dans ma chambre seule. J'ai continué ma vie. Mais là, en me raisonnant un peu, en me disant, c'est pas une chose à faire, t'enlever la vie. Il faut que tu continues ta vie comme ça. Puis j'ai accepté. Puis présentement, comment ça se passe? Encore difficilement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est votre chambre à coucher, votre cuisine, votre salon. Puis comme j'ai pas un fauteuil bien convenable, ben, je passe mon temps étendu sur le lit à regarder la télévision. Vous m'avez même dit avant l'entrevue qu'on vous imposait des activités. Oui, on nous impose 3 mois. Toi, tu vas aller à telle activité. Là, on se fait des copines, on se fait des amis. Mais 3 mois après, il faut aller faire une autre sorte d'activité. Puis là, c'est encore toutes des gens différents. Il faut encore se refaire d'autres amis. Fait que finalement, on n'a jamais d'amis intimes. Vous vous sentez pas chez vous? Non, tu te sens étrangère, puis tu peux pas communiquer avec les gens. Avez-vous de la famille, Madame Patry? J'ai bien une nièce, mais elle n'a pas grand temps. Elle vient m'aider. Par exemple, elle vient changer mon lit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a sa famille déjà, hein, pas le temps beaucoup de discuter.
Puis les jeunes, ils ont peur de nous avoir sur les bras, alors ils n'osent pas trop entrer dans le sujet. Mais est-ce que votre nièce va vous aider gratuitement? Est-ce que vous devez débourser des sous pour ça? Au devoir, c'est un gros mot. C'est moi qui lui en donne. Je l'ai. Lui donner après ma mort ou lui donner de mon vivant, ça revient au même. Je lui donne quelque chose pour qu'elle vienne faire mon lit, parce que moi, ça m'essouffle trop. Je fais de l'emphysème avancé. Alors, elle vient changer mon lit, puis elle apporte mon lavage, elle le fait. Je la dédommage. Mais disons qu'ils ne m'ont pas imposé. C'est moi qui le donne, parce que leur donner après ma mort ou de mon vivant, au moins je les vois sourire quand je le donne. Ça donne une récompense. Mais où est-ce que vous avez trouvé votre support? Est-ce que c'est à travers votre nièce pour vous sortir de toute cette angoisse-là? Non, j'ai trouvé plus de support avec... parce qu'avec ma nièce, je ne peux pas beaucoup causer, mais avec les petits frères des pauvres. J'ai pu causer avec eux, puis eux m'ont donné beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Ça a brisé votre solitude? Ça a brisé ma solitude, puis à chaque fois qu'ils m'invitent, c'est une grande joie. Vous vous êtes senti compris dans le fond? Ah oui, avec eux, on se sent bien, on se sent heureuse, on sent qu'on n'est pas déjeté, on est aimé. Puis, pour finir, quel message vous voudriez donner aux gens qui vivent des situations semblables à vous? Autant que possible d'essayer d'en parler pour ne pas venir au même niveau que moi, puis rester chez elles tant qu'elles peuvent. Quelquefois, on trouve que c'est douloureux, mais c'est encore mieux notre chez nous. Le secret, c'est d'en parler? C'est d'en parler. Je vous remercie beaucoup, Madame Patry, pour votre témoignage. Comme vous pouvez le constater, de tels actes peuvent avoir de graves retombées sur les victimes et les affecter énormément. Nous avons tous comme première attitude de croire que ces choses-là n'arrivent que dans les autres familles ou, si vous préférez, en pays éloignés. Cependant, je pense qu'à ce stade-ci, nous réalisons que le problème est probablement beaucoup plus près de nous que nous pouvons le croire. Eh bien, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invitée une dame qui, seulement 12 jours avant la mort de sa mère, s'est aperçue que cette dernière avait été victime de violences psychologiques et de négligence physique. Vous comprendrez sans doute qu'elle préfère garder l'anonymat. Cependant, pour les besoins de la cause, je l'appellerai Madame Beaulieu. Avant de commencer, j'aimerais résumer un petit peu son histoire. Madame Beaulieu a gardé sa mère diabétique pendant près de 12 ans. Comme elle était énormément impliquée dans des activités à caractère bénévole et que sa mère ne pouvait plus rester seule, elle s'est rendue compte, après tout ce temps, qu'elle ne pouvait plus la garder. Sa mère est donc partie habiter chez une autre de ses filles. Or, pendant une période de 18 mois, Madame Beaulieu n'a vu sa mère que 4 fois, et ce, de façon très brève et toujours en compagnie soit du mari de sa sœur ou de sa sœur. À chaque fois qu'elle se présentait à leur porte, on lui annonçait qu'ils étaient sur leur départ ou encore on ne lui répondait pas tout simplement. Une série d'événements de ce genre se sont produits et pour conclure rapidement l'histoire, Madame Beaulieu a appris que sa mère était gravement malade seulement 2 jours après son hospitalisation. Sa sœur n'avait averti aucun membre de la famille et n'avait même pas été au chevet de sa mère. Bonjour, Madame Beaulieu. Bonjour. J'aimerais, dans un premier temps, il y a une question qui me chicote. Comment ça se fait que vous n'ayez jamais soupçonné que votre mère était victime de violence? Dans notre famille, on n'en parlait pas. Moi, je constatais des choses, mon frère constatait des choses. Moi, j'en parlais pas, puis lui non plus. Donc, on ne pouvait penser qu'en 1989, des choses de même pouvaient arriver. Mm-hmm. Et puis, votre mère aussi a vécu de l'isolement, je crois. Oui. Maman, on n'avait pas son numéro de téléphone, c'était un numéro confidentiel. Et elle ne pouvait nous téléphoner. Ma mère ne pouvait pas aller venir nous visiter. Elle était toujours encadrée, mais elle ne pouvait pas venir dans les maisons. OK. Elle ne pouvait pas avoir ses petits-enfants, ses petits-enfants. Si on allait la visiter avec, mettons, avec un souvenir, n'importe quoi, bien, ça ne faisait pas 10 minutes qu'on était dans la maison. Bien, elle disait, bon, bien là, on s'en va, on était sur notre départ. Elle n'avait même pas des fois le temps de dépacter. Parce qu'elle avait des cadeaux qu'on lui avait apportés. Au cours des derniers 12 jours de vie de votre mère, vous avez été au chevet. Continuellement, au chevet. Et votre mère vous a laissé un testament oral. Oui. Et pourriez-vous nous dire
quels ont été les différents types d'abus dont elle a souffert? Ma mère, premièrement, de ne pas être en contact avec ses enfants, petits-enfants, de ne pas avoir le téléphone, c'était son principal des ennuis. De ne pas être capable d'aller se servir dans les armoires, que les armoires étaient barrées avec des cadenas. Il y avait des cadenas aux armoires. Donc, elle ne pouvait aller manger. Quand ma petite fille lui a dit « Pourquoi tu mets des cadenas, ma tante? » Oh, elle dit « C'est parce qu'elle est diabétique, puis elle va tricher dans les armoires. » Mais c'était surtout pour sauver de l'argent. Puis, vous m'avez dit avant l'entrevue que votre mère avait dit que... Moi, ma mère, elle a confié au cardiologue qui la traitait dans les soins intensifs. Elle lui a dit, vous savez, moi, ma fille qui est avec moi, là, elle a une croix dans son cou. Mais l'autre, c'est une clé pour m'empêcher d'ouvrir les portes d'armoire. Ça, c'était, pour elle, c'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Est-ce que votre sœur et son mari ont fait des menaces à votre mère? Maman, elle avait reçu un faire-part de son arrière-petite-fille qui se mariait. Puis ça, c'était son plus grand rêve. Elle a demandé à son médecin, « Est-ce que je peux aller au mariage de mon arrière-petite-fille? » Il dit, « Vous êtes en parfaite forme, madame. Allez-y, ça va vous faire un beau voyage. » Bien heureuse à préparer son mariage. On a dit, « On va venir te chercher. » Elle n'a pas pu y aller. Puis ça a été la chose. On a demandé pourquoi elle ne pouvait pas venir. Dans son testament de vie, elle nous a dit, « Jamais je leur pardonnerai de m'avoir empêché d'aller au mariage de mon arrière-petite-fille. » Il m'avait dit, « Si vous y allez, vos guenilles seront sur le trottoir quand vous allez revenir. » Donc, elle ne pouvait pas y aller. Lorsque vous pensez à tout ce qui s'est produit aujourd'hui, selon vous, est-ce que votre mère a lancé des cris de détresse d'une façon quelconque? Elle a lancé des cris de détresse formels. Elle a demandé à son médecin de famille. D'abord, quand elle allait chez son médecin, les autres, ils chargeaient tout le temps de l'argent parce qu'ils disaient, bien, vous avez une machine aller-retour. Puis là, quand ils rentraient dans le bureau, les autres rentraient avec elle. Fait qu'elle n'était pas capable de parler. Donc, une bonne fois, elle a pris les moyens pour que le médecin vienne la voir à la maison. Elle a dit, je me couche, je vais mourir, je sors plus d'ici. Tant qu'à vivre comme ça, j'aime mieux mourir. Le médecin est allé la voir à la maison. Puis elle a dit au médecin, écoutez, docteur, moi, je ne peux plus vivre ici dans cette prison dorée. Oh, il a dit, voyons, il ne faut pas que vous soyez capricieuse, vous êtes bien, c'est une belle maison entourée de fleurs. Elle a demandé à son confesseur, le vicaire de la paroisse, elle lui a même offert de l'argent. Puis elle a dit, sortez-moi d'ici. Puis lui a fait à peu près la même réponse. Quand elle a vu ça, elle a dit, maintenant, j'ai rien qu'une chose à faire, c'est de mourir. Madame Beaulieu, avant de terminer, quel serait le message que vous voudriez laisser aux familles qui vivent actuellement le même problème que vous avez vécu? Bon, ça, c'est de ne pas lâcher prise. Du moment que vous doutez qu'il y a des choses, du moment qu'on coupe les contacts avec votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, celui qui est en institution ou dans leur demeure qui n'est pas avec vous, essayez dites, là, ben là, je vais la voir, je vais leur parler, chose qu'on n'a pas faite. D'autres, on n'a pas dit, bien, faut absolument demander de l'aide, aller dans les services sociaux, essayer de faire parler la personne. Finalement, c'est de s'ouvrir les yeux. De s'ouvrir les yeux, puis de parler, puis de parler. Je vous remercie beaucoup, Madame Beaulieu. Merci. Eh bien, c'est déjà le mot de la fin. Après avoir entendu tous ces témoignages, vous êtes sans doute davantage sensibilisés aux problèmes de la violence faite aux personnes âgées. Si vous êtes une victime de la violence, ou si encore vous croyez ou vous êtes une personne susceptible de poser des gestes violents, nous vous invitons fortement à appeler soit au CLSC de votre région ou encore au 1-800-363-90-10. Des oreilles attentives vous écouteront et vous apporteront toute l'aide nécessaire. Surtout, ne croyez pas que vous êtes à l'abri d'un tel problème, car peut-être chez vous se cachent des abuseurs ou des abusés. Et si demain c'était vous,